Bonsoir. Ah, pas pire pour une première fois, mais j'aime toujours mieux la deuxième. Je recommence. Bonsoir. Ah, wow. Alors, ce soir, c'est vraiment spécial. Je vois qu'il y en a plusieurs qui veulent entendre parler du grand amour avec la belle chanson de Monique. C'était un bon début pour parler de ce sujet-là. Je vais vous demander, avant de commencer, levez la main ceux qui croient, qui répondent oui à la question, le grand amour peut-il durer? Ceux qui y croient. OK, merci. Maintenant, levez la main ceux qui disent non, le grand amour ne peut pas durer. Ah, ben, il y a plus de oui que de non. Franchement, ça me surprend. Avec la façon qu'on vit présentement, j'aurais cru qu'il y aurait eu plus de non que de oui. Alors, je suis bien fière de voir qu'il y en a plusieurs qui disent oui. Ma réponse à moi, c'est quoi vous pensez? Oui! Bon, alors comment je suis arrivée, comment je peux m'affirmer, être si sûre que c'est oui? Eh bien, c'est sûr, c'est mon expérience personnelle en plus des milliers de personnes avec qui j'ai travaillé depuis plusieurs années. Comme tout le monde, très jeune, je suis tombée en amour. C'était le gros coup de foudre. Et puis, vous savez ce que c'est, hein, que tomber en amour. Tu vis juste pour le moment que monsieur va te téléphoner, il va arriver. Et après 3 mois de fréquentation, on décidait de se marier. On prenait la décision de se marier. On s'est marié 8 mois plus tard. 11 mois de fréquentation, puis jamais une petite dispute ou un argument. C'était, oh wow, c'était comme ça. Et là, on se marie après 11 mois. Et là, la vie de couple commence. À partir de cette minute-là, j'ai essayé de le changer. Et ça a duré 15 ans. Après 15 ans, quand j'ai vu qu'il ne changeait pas, j'ai dit, bon, ben j'en ai assez d'essayer de le changer. Là. Je trouvais qu'il était enfant, pas assez mature, pas assez responsable. Enfin, j'ai trouvé un tas de choses qui étaient quand je l'ai marié. Hein? Mais on espère toujours, qu'en se mariant, là, le mariage va tout arranger ça. Puis ils vont se mettre à changer. Hein? Il y en a qui pensent qu'en se mariant, il y en a qui vont boire moins, ils vont sortir moins, ils vont être plus polis, ils vont être plus affectueux. C'est toutes des illusions. Et c'est sûr que depuis le temps, j'ai compris beaucoup de choses. Hein. J'ai passé une partie de plusieurs années à se dire, oh, qui a besoin d'un homme? Tu n'as pas besoin de ça, un homme. Alors là, je me faisais à croire que j'étais bien toute seule. Et maintenant, depuis 4 ans et demi que je vis une relation avec quelqu'un et c'est tout à fait différent. Et là, j'ai compris qu'est-ce que c'était qu'aimer véritablement. Alors, aimer, c'est pas tomber en amour. On doit faire une différence entre tomber en amour et être en amour. La partie bien excitante, la passion et puis l'excitement, ça c'est la partie de tomber en amour. L'amour véritable commence quand cette partie-là est finie. Là, on commence à voir si vraiment on s'aime. Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont en amour avec tomber en amour. Ils aiment tomber en amour. Quand c'est fini, bon, OK, bye-bye la visite, et puis on recommence. Un autre, tomber en amour. Et ça, vous allez chercher longtemps. Alors, l'amour véritable, découvrir que c'est quand on est capable de prendre des engagements ensemble, de prendre des risques, qu'il doit y avoir une discipline dans l'amour. Il doit y avoir aussi de continuer à être bien, même si ça ne fait pas toujours notre affaire. Hein? C'est pas juste quand l'autre fait ce qui fait notre affaire que c'est ça l'amour. Et c'est de vouloir la croissance et le bonheur de l'autre personne. C'est ça le vrai amour, qu'on a des chances que ça dure longtemps. Je vais vous parler pendant quelques instants de ce qui se passe présentement dans la société. On sait que c'est pas tout à fait ça. Alors, j'ai pensé de vraiment aller en détail là-dedans, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne sont même pas conscients, qui font tout le contraire de ce qu'ils veulent vraiment avoir. Il faut dire d'écouter les chansons d'amour, pas celles que Monique a écrites. Pas pour rien que j'ai demandé à Monique de nous écrire une belle chanson d'amour, parce que la plupart des chansons d'amour qu'on entend, c'est tous des mots comme je ne peux pas vivre sans toi, euh, tu ne trouveras jamais quelqu'un qui a besoin de toi comme moi. Que des mots de possession, hein, de dépendance.
Ensuite, on appelle toujours, dans beaucoup de chansons, autant en anglais, surtout en anglais, plus faire My Baby. Hein, il y a ça, c'est leur bébé. Ben, comment tu peux avoir un amour intime avec quelqu'un si c'est ton bébé? Tu sais, alors, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec qu'est-ce qu'on désire vraiment. C'est pas un bébé qu'on veut quand on se marie, c'est un conjoint, c'est quelqu'un d'un amour intime. Mais les gens continuent à se traiter comme le bébé avec papa ou avec maman. Tu sais. Alors, qu'est-ce qui empêche véritablement l'amour de durer, l'amour véritable, intime? Parce que l'intimité, je vais vous donner la définition de intimité. Parce que c'est ça que vous recherchez, je suis sûre, c'est pour ça que vous êtes venu. Parce que c'est pas juste aimer, mais parce qu'il y a beaucoup de façons d'aimer. On peut aimer nos parents, on peut aimer notre patron, on peut aimer nos enfants. Mais l'amour intime avec une personne, euh, personnellement, là, selon mon opinion, c'est la plus difficile. C'est plus facile d'apprendre à aimer véritablement nos parents, nos amis et nos enfants qu'une autre personne, la personne de l'autre sexe. Vous allez savoir pourquoi d'ici quelques instants. Et ce qui empêche cet amour intime-là, ah oui, je vais revenir à la définition d'intimité, c'est le caractère de ce qui est contenu au plus profond d'un être. C'est ça l'intimité, d'aller au profond de la personne. C'est de donner le pouvoir à l'autre de te connaître pleinement. C'est pas ce qui se passe présentement. Hein? Qu'est-ce qui empêche ça? C'est, en grosse majorité, c'est la relation père et fille et mère et fils qu'il y a dans les couples présentement, les dépendances, l'orgueil, le pouvoir, la possession et l'égoïsme. Alors, c'est ce qui empêche ce qu'on veut, ce qu'on désire ardemment. Parlons des relations père et fille, puis mère et fils. Ça se passe conjointement. C'est-à-dire pendant quelques instants, c'est le monsieur qui fait le père avec sa petite fille, puis une demi-heure après, c'est elle qui fait la maman avec son petit garçon. C'est vice-versa. Hein? Il y a certains couples que c'est plus apparent, là, peut-être la femme est plus la mère de son mari, puis dans d'autres couples, lui est plus le père. Mais quand on regarde comme il faut, vous allez voir que ça se promène de un à l'autre continuellement. La femme qui disait à son mari, tu ne trouves pas que tu prends un verre de trop, là, tu ne trouves pas que c'est assez de bière que tu bois? Hein? La maman qui dit à son petit garçon de ne pas trop boire. C'est pas un fou, il a 30 ans, 40 ans, il sait quand il a assez, il n'a pas besoin de toujours sa maman pour lui dire, tout lui dire. La femme qui dit à son mari qu'il devrait s'habiller plus chaudement avant de sortir. Comment ça fait froid, là? Tu trouves pas, tout à coup, t'attrapes la grippe, hein? Comme maman avec son petit garçon. La meilleure, ce que j'entends souvent, c'est l'homme qui me dit, ma femme m'a mis au régime. Puis elle y va à son régime, hein? Alors, maman encore qui s'occupe du poids de son petit garçon. Maman qui donne les médicaments à son petit garçon. Il fait penser de prendre ses peluches. C'est sans cesse, c'est continuellement que vous faites la mère et le père un et l'autre. Alors, la femme, elle voit plutôt au confort matériel de son mari, là. C'est comme maman avec son petit enfant. Pareil comme ce homme-là, il n'est pas capable de se percevoir quand est-ce qu'il est assez malade de prendre ses médicaments ou bien quand est-ce qu'il a besoin de se mettre quelque chose de plus chaud sur le dos ou s'il a trop mangé ou non, ou s'il a trop bu ou non, ou s'il fume trop ou non, ou s'il a le temps de se mettre au régime ou non. Enfin, je donne juste quelques exemples, mais je suis certaine que vous êtes capable de m'en donner plusieurs autres. L'homme, lui, va voir plus souvent, il fait le père comme des exemples comme la femme pour placer son argent. C'est monsieur qui dit à la femme quoi faire avec son argent. La femme, ça veut faire de quoi avec son argent? Elle cache bien souvent à son mari. Elle lui dira pas qu'est-ce qu'elle fait avec son argent. Parce que lui, il va lui dire non, tu dépenses trop, c'est ici ou là. Euh, j'ai vu aussi beaucoup de couples où est-ce que la femme et l'homme fument ou boivent en cachette. Ça existe encore aujourd'hui, hein? J'en ai encore rencontré la semaine dernière. Il paraît que elle avait arrêté de fumer. Le couple, là, ils ont arrêté de fumer en même temps. Ils se sont fait une promesse qu'ils ne fumeraient pas. Mais elle n'a pas été capable d'arrêter. Elle a continué à fumer depuis 2 ans, en cachette. C'est plusieurs fois qu'il apprend à fumer. Puis elle continue de lui faire croire qu'elle ne fume pas. Alors, voyez-vous, ça ne peut pas être de l'intimité, ça, quand vous vous cachez des choses l'un et l'autre. C'est
C'est pas ça. Vous ne pouvez jamais avoir une relation qui va être vraiment être très spéciale. Mais on le voit aussi juste la façon qu'ils parlent. Combien de couples s'appellent papa puis maman? Hein? Puis mon bébé, ça aussi, bien souvent. Elle fait juste écouter les mots qu'on utilise. C'est très, très typique. Alors là, vous commencez à avoir une petite idée des choses qui sont là sans même s'en rendre compte, qui nous empêchent d'avoir la relation qu'on voudrait avoir. Alors, si veut pas, c'est une éducation qu'on dépend encore de nos parents. On n'a pas encore vraiment décroché de nos parents. C'est encore la petite fille avec le complexe d'Édipe, ou le petit garçon aussi, fille qui recherche l'amour de son père, puis le petit garçon qui recherche l'amour de sa mère. Comme quand un homme est malade et qu'il s'adonne à avoir une femme qui ne s'occupe pas de lui, il va dire, ma mère, elle s'occupait de papa, elle, quand lui était malade. Il va y avoir des comparaisons. C'est très subtil, mais c'est là que vous prenez la peine de l'observer. Alors, le complexe d'Oedipe, j'en ai déjà parlé dans la conférence sur la sexualité, est encore très, très fort, très présent, et ce qui nous empêche de vivre une relation de couple. On est encore à la recherche du père et de la mère. Alors, en étant conscient, on peut faire quelque chose pour ça. Alors, ce qui arrive, quand on a cette relation de parent-enfant, il commence les dépendances. On dépend un de l'autre. On a besoin de se sentir aimé de l'autre personne pour penser que l'amour existe. Tu sais, on a besoin des preuves continuellement. On n'est pas capable de se sentir aimé vraiment avec notre cœur. On a besoin que les choses viennent de l'extérieur. Et les dépendances deviennent très, très fortes. Hein? Les gens sont perdus un sans l'autre. Ils ont besoin toujours tout de savoir qu'est-ce qu'un fait, qu'est-ce que l'autre fait. Et puis, vous savez que la dépendance, ça étouffe. Parce qu'avec les dépendances viennent les peurs. Les deux sont reliés. C'est la même énergie du bas du corps alors au même endroit du corps que sont reliées les dépendances et les peurs. Alors, la peur de perdre l'autre, la peur de vieillir, de ne pas être aussi attrayante. Et puis, alors la jalousie rentre là-dedans. Les femmes commencent à demander au mari ou le mari demande à sa femme, tu m'aimes-tu? Hein? On n'est pas capable de le savoir, de le sentir. Il faut obligé de le demander, de se le faire dire pour ça. Et plus les dépendances euh, sont de plus en plus prononcées là, dans le couple, on dirait que l'attitude qui existe, c'est je vais te donner tout ce que tu vas avoir besoin pour que tu sois aussi dépendant de moi que moi je suis de toi. Et puis ensuite, tu vas continuer de cette façon-là à me donner tout ce dont j'ai besoin. Vous voyez, je vais te donner tout ce que tu as besoin pour que tu deviennes aussi dépendant de moi que moi je suis de toi. Alors, tu vas continuer à me donner ce dont j'ai besoin. Alors, c'est un cercle vicieux. Les deux deviennent totalement dépendants un de l'autre. Et si vous êtes en train de penser, oh, moi, je ne suis pas dépendante, c'est lui qui est dépendant de moi. Faites-vous pas d'accroire. On marie notre miroir. On vit avec notre miroir. Alors, il ne peut pas y avoir un des deux qui est dépendant. Ceux qui sont dépendants sont différentes, ne sont pas exprimés de la même façon. Et vous savez, une dépendance, c'est de la drogue. Vous avez vu qu'est-ce qu'il y a quand quelqu'un commence à prendre de la drogue? Plus tu en prends, plus tu en as besoin. Ton besoin n'est jamais complet, c'est jamais satisfait. Alors, c'est la même chose dans l'amour basé sur une dépendance. On n'est jamais satisfait. On veut toujours d'autres choses. On a beau avoir toutes sortes de choses, c'est jamais assez. Parce que notre bonheur dépend de ce qu'on reçoit de l'extérieur. Comme la personne qui prend de la drogue, son bonheur vient de cette drogue-là. Et puis, plutôt qu'aller chercher son bonheur à l'intérieur d'elle-même. Alors, les couples, plus les couples sont dépendants un de l'autre, et plus vous allez remarquer qu'il y a des dépendances dans leur vie physique aussi. Tout va ensemble. Hein? Donc, les dépendances, il y en a énormément. Il y en a qui dépendent de leurs cigarettes, d'autres dépendent de leur verre d'alcool, d'autres dépendent de leurs médicaments. Puis vous allez vous faire arriver toutes sortes de maladies pour avoir des médicaments. Alors, c'est bien facile à dire, ah, c'est pas de ma faute, c'est le médecin qui m'a prescrit ce médicament-là, et c'est vous autres qui l'avez créé, votre maladie. Alors, c'est une autre dépendance. Le sucre, les pâtes, le pain, enfin, la bouffe, là, il y a toutes sortes de dépendances. Puis, regardez vos dépendances. Dans votre vie physique, ça va vous donner une idée des dépendances. Dans votre vie aussi, avec le sexe opposé. Pour savoir le degré de votre dépendance,
Passez une semaine, tentez de passer une semaine sans quelque chose. Quelque chose que vous aimez beaucoup, là, vous allez voir. Vous allez voir par vous autres-mêmes c'est quoi votre dépendance. Je sais que ceux qui fument beaucoup, qui ne sont pas, même pas capables de passer 3 heures dans leur dépendance. Ils vont se lever, ils vont partir de minuit le soir pour aller chez les cigarettes à quelque part s'il manque de cigarettes. Alors, vous voyez, on est tellement dépendant là, qu'on vient au panier qu'on n'est plus bien sans cette chose-là. Mais c'est la même chose dans notre vie intime. On veut toujours savoir tout ce que l'autre fait. Il faut absolument qu'il nous appelle si pour être 15 minutes en retard. Autrement, ça commence à bouillir en dedans. Euh, puis, alors tout ce temps-là, quand ils se rencontrent, ils vont se dire qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils planifient de faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils ont fait de son temps, mais il n'y a aucune conversation ou communication en profondeur là-dedans. C'est pas de savoir ces choses-là qui sont vraiment superficielles qui est important. C'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, au plus profond, qui peut développer une vie intime. Et plus la dépendance est forte, plus, ça, comme je dis, c'est un cercle vicieux. Et là, on devient comme, on a besoin de la permission. J'entends souvent des gens qui me disent, oh, ben, mon mari ne veut pas. Mon mari ne voudrait pas. Il décide même d'avance. Il pense à quelque chose là, qui serait agréable. Puis là, ils ont, vous n'en rien à parler, il ne voudra pas. Et les gens se trouvent des excuses, comme l'homme qui rentre en retard chez lui puis qui a oublié d'appeler. Il va se trouver toutes sortes de grandes excuses. En s'en allant à la maison, il est en train de préparer ses excuses qu'il va donner quand il va arriver à la maison. Comme le petit garçon là, qui a peur de maman de se faire disputer, puis la petite fille qui a peur de se faire disputer par papa. Et comment vous pouvez avoir une relation intime avec des façons d'être comme ça? Ça ne peut pas aller ensemble. Et comme vous savez, un enfant qui est beaucoup, beaucoup sous l'emprise d'un parent, puis un parent qui est très dominateur, le naturel, le normal de tout être humain, c'est de développer sa propre individualité. Alors, on veut sortir de cette emprise-là. Il y a une partie de nous autres qui dépend du conjoint, puis l'autre partie qui veut sortir de l'emprise parce qu'on se sent comme si on était en prison avec cette emprise-là. Et alors là, la question de pouvoir rentre en ligne de compte dans le couple. Là, c'est qui n'aura pas le pouvoir sur l'autre. Mais ça fait enfler son orgueil, encore toujours avoir raison. Et vu qu'on pense que aimer, c'est quand l'autre fait ce qui fait notre affaire, bien, comme vous voyez, on a beaucoup d'occasions où est-ce qu'on est toujours en train de se faire la morale, de se dire, de se faire à croire que l'autre ne nous aime pas parce qu'il est en train de faire des choses ou de dire des choses qui ne font pas notre affaire. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Aussitôt que l'autre, disons, dit une phrase ou il fait quelque chose que toi, tu sais qu'il le sait que tu n'aimes pas ça, puis il fait pareil, tout ça, tu penses qu'il t'aime pas. Quand ça a rien à voir avec l'amour, on doit apprendre à respecter les désirs des autres. J'entends souvent l'homme qui dit « Ah, ma femme, elle ne s'intéresse pas à mes affaires, elle n'aime pas les mêmes choses que moi, parce que lui, il aime les sports, il aime peut-être la politique, tu sais. Et puis, elle a trouvé ça bien ennuyant, ces sujets-là. Et j'entends très souvent les femmes me dire « Mon mari ne s'intéresse pas à mes cours de croissance. Il veut rien entendre, écoute ton cœur. » Et la femme qui se plaint, tu sais. Alors ça vous donne une occasion pour apprendre à voir qu'est-ce qui se passe, parce que on récolte ce qu'on sème. Alors, si tu veux vraiment que ton mari s'intéresse à ce que toi tu fais, est-ce que toi tu t'intéresses à ce que lui fait? Ça se fait à deux, ces choses-là. Et d'accepter qu'on est pareil, bien souvent, tous les deux, mais on est là qu'on voudrait changer plutôt que de s'accepter. Une autre plainte que j'entends souvent aussi, surtout venant de la part des femmes, c'est que le mari, il ne parle pas. Il coupe sa court, la femme, elle lui parle, puis il bougonne un petit peu, ou il répond quasiment pas. Il ne veut pas vraiment entrer dans une conversation en profondeur. Alors, demandez-vous la question. Si vous trouvez qu'une autre personne ne vous parle pas assez, bien, regardez de quoi vous parlez. Parce que vous êtes toujours en train de vous plaindre. Comme on a dit, ça écoute encore, on appelle ça faire du dumping. Il y a tellement de couples où est-ce que quand le conjoint arrive, ils sont ensemble, ils sont toujours en train de se plaindre sur quelque chose qui s'est passé dans la journée, puis ils voudraient que l'autre le fasse sentir bien.
Mais ce qui arrive dans ce temps-là, après quelques années, l'autre personne ne veut plus entendre. Puis ils deviennent durs d'oreille. Hmm? Après quelques années, hein, ils disent, ah ben mon mari, il est dur d'oreille. Je comprends, il ne veut plus m'écouter. Et puis, alors, regardez, si vous autres, est-ce que vous parlez vraiment en profondeur de vos choses? Vous êtes toujours en train de vous plaindre de Pierre Jean-Jacques, puis de choses qui sont futiles, qui ne sont pas aussi importantes que ça. Alors, avec tout ça, avec tous ces quelques choses que je viens de mentionner, comment on peut, après ça, s'attendre d'avoir une vie sexuelle excitante, satisfaisante? Quand toute la journée, on est toujours en train de faire le père, la mère, le petit bébé, euh, l'autre qui va avoir le pouvoir sur l'autre et puis qui va avoir raison, euh, éventuellement, là, ça dérange toutes les énergies dans un couple. Il y a même aussi la compétition au sujet des enfants. Ça entre en ligne de compte dans une vie de couple. Alors, c'est qui va avoir raison avec les enfants? Que très souvent, les deux conjoints n'ont pas la même façon de voir l'éducation des enfants. Il y en a toujours un qui semble être plus sévère, puis l'autre plus permissif. Hein? Et ça, c'est le problème de l'enfant avec ses parents. C'est pas le problème des parents. Chaque parent doit aller avec ce qu'il vit. Pas le père décider de vouloir changer la mère dans sa façon d'être avec les enfants ou la mère de vouloir changer le père. C'est comme si qui va avoir raison avec les enfants? Qui va être le plus aimé des enfants? Et ça crée des conflits pour les enfants, ça crée des conflits dans le couple aussi. Et au lieu de s'inquiéter du vrai besoin de l'enfant, le couple s'inquiète qui va avoir raison dans l'éducation de l'enfant. C'est pas ça de l'amour, hein? Parce que la raison première de la famille, c'est justement pour apprendre à partager davantage. La famille, c'est la plus vieille organisation qui existe sur la Terre. Et on a justement décidé sur la Terre de former la famille pour éviter ces cas de possession-là, parce qu'à force de vivre ensemble, un couple d'influents finit par être trop dépendant l'un de l'autre. Alors, en ayant des enfants, on commence à partager cet amour-là avec la famille et on fait pour ça qu'on a de l'amour en grande quantité, qu'on peut partager à tout le monde. On n'est pas obligé de dépendre sur l'autre personne. Mais au lieu de faire ça, nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la famille pour essayer d'avoir encore plus de pouvoir, plutôt que juste vouloir aimer ces enfants-là. Et alors, avec tout ça, c'est sûr qu'il y a la possession et l'égoïsme sont là aussi. L'égoïsme, comme vous savez, c'est de vouloir être heureux au détriment du bonheur de l'autre. Comme le mari qui dit à sa femme qu'il ne veut pas qu'elle aille travailler à l'extérieur parce qu'il veut qu'elle soit là à la maison quand monsieur arrive de travailler et son poste soit sur la table. Alors ça, c'est une forme d'égoïsme. Parce que sa femme a beau lui dire qu'elle a le besoin, elle sent le besoin de sortir à l'extérieur, mais non, ça, c'est important. Il va lui dire, ça attend que tu veux toute la journée, et tu as l'auto à pas, tu as de l'argent, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu peux sortir tant que tu veux quand je suis pas là. Mais quand je suis là, je veux que tu sois là. Alors ça, on entend ça souvent aussi, hein? La femme qui veut que son mari l'accompagne partout. Combien de femmes acceptent des invitations pour leur mari ou leur conjoint sans même le consulter? Ils acceptent qu'ils vont aller dans une party de famille ou dans une noce, automatiquement. Puis là, ils disent à leur mari, ah, en passant, là, samedi dans 2 semaines, on va souper chez ma soeur ou sans même prennent pour acquis que monsieur est supposé de les suivre. Et sans même consulter si ça lui fait plaisir à lui d'aller. Alors, encore ça ne peut pas aller. C'est un manque de respect. Ça, c'est de l'égoïsme. Alors, plus on est égoïste, plus on a des attentes. Vous connaissez ça, hein? Avoir des attentes. C'est toujours quand on a des attentes qu'on vit autant d'émotions, d'agressivité, de colère, de frustration, de désappointement. Ça, c'est continuel dans une vie de couple. On décide d'avance là, que monsieur devrait être de telle façon, madame de telle façon. On a des attentes longues comme les bras. Et puis, on ne comprend pas comment ça se fait que monsieur ou madame ne répond pas à nos attentes. Et ça commence à bouder. Vous avez vu ça, les couples qui font du boudin, comme on dit. Et c'est tellement drôle que moi, quand je vois ça, là, j'ai juste le goût de rire, tu sais, parce que je l'ai fait moi-même jusqu'à 3 jours sans parler à mon mari. Et tu sais, ça se boude un et l'autre. Ça se critique en arrière.
Là, il appelle tout le monde dans la famille. Tu sais pas ce qu'il m'a fait, tu sais pas ce qu'il a dit. Puis là, ça le dit à maman, puis à sa soeur, puis à tout le monde. Pas à lui. Ah non, lui, tu ne peux pas y parler parce qu'il ne comprend rien. Alors, vous voyez, c'est juste des attentes continuellement. On veut que ça aille toujours de notre façon, sans aller en profondeur dans le besoin de l'autre personne. Alors, parce que l'idée de vivre à deux, c'est pour apprendre à aimer ensemble. Pas commencer à diriger puis devenir esclave dans une vie de couple. Ce serait quoi le but de décider de vivre avec quelqu'un? C'est pour empirer notre vie. Ça n'a pas de logique quand on y pense. Tandis que deux personnes qui apprennent à aimer ensemble puis à développer leur amour, ça commence à être intéressant. C'est tellement, il y a tellement de possession. Vous entendez souvent des gens quand ils se présentent, ou je sais que des fois, moi, quand je vais avec Jacques dans des réunions à son travail, puis il me présente des gens là, que je ne connais pas, fait qu'il me présente un monsieur, puis lui, quand il me présente sa femme, au lieu de dire je te présente Monique, il va dire je te présente ma femme. Alors moi, je suis supposée de dire bonjour ma femme. Ça s'appelle non. Elle s'appelle ma femme. Combien de femmes qui font ça aussi, hein? Ils disent, je te présente mon mari. Hein? C'est mon mari, c'est ma femme, enlevez-moi le pot. Hein? Alors, puis vous savez que c'est vrai, vous savez que c'est ce qu'on entend continuellement. Puis, il y a beaucoup de conjoints, ça fait des années qu'ils n'ont même pas dit le nom de leur femme. Ils l'appellent bébé, ou bien mon chou, ou bien puis ma femme, tu sais. C'est vrai, le nom de leur femme, ils le disent pratiquement jamais. Il y a beaucoup de gratification aussi. Et tant qu'on veut avoir de la gratification dans une vie de couple, il ne peut pas y avoir d'amour véritable. L'amour véritable vient au niveau de l'énergie du cœur. Et la gratification, ça fait juste aider les énergies qui sont plus basses quand on regarde les degrés d'énergie dans le corps humain. L'avoir est très, très important. Et c'est ça qu'on doit transformer. Quand on est plus jeune, on veut plus tard, on veut avoir un mari, on veut avoir une femme, on veut avoir de l'affection, on veut avoir de la sécurité, on va avoir des enfants, on va avoir des compliments, on va avoir quelqu'un qui va nous faire l'amour, on va avoir l'autre va avoir quelqu'un pour faire ses repas, pour faire son lavage. Tu sais, c'est toujours avoir, plutôt que de vouloir partager la vie avec quelqu'un pour être heureux avec l'autre personne. Et tant que le avoir va primer comme ça, on ne pourra pas avoir de relation vraiment durable, intime. J'ai vu aussi souvent ça se passe aussi chez les hommes, mais moi je l'ai vu plus fréquemment chez les femmes, qui vont comparer avec d'autres maris. Vous avez déjà vu celle-là? Ils vont dire, ben, le mari de ma soeur, lui, il achète des fleurs à sa fête. C'est des choses comme ça qui comparent avec d'autres. C'est la dernière chose que quelqu'un veut se faire faire. Hein? Il y a aussi ceux qui croient que aimer, c'est vivre des émotions. Ça, si vous avez lu le livre Ces femmes qui aiment trop, vous savez de quoi je parle. Alors, c'est des gens qui mesurent la profondeur de leur amour par les tourments, les problèmes, les émotions qu'ils ont dans leur vie de couple. Alors là, ils pensent qu'il y a beaucoup d'amour, là, parce que ça brasse. Il y a beaucoup d'émotions, puis il y a beaucoup de douleur là-dedans. Tu sais. Alors, c'est des personnes qui ne pensent pas mériter le bonheur. Et aussitôt que ça commence à aller bien, ils sont vraiment trop dépourvus. Il faut qu'il se fasse arriver quelque chose qui ne va pas bien. Il faut qu'il se fasse arriver des émotions, une bonne dispute ou quelque chose, parce que c'est ce à quoi ils croient. C'est sûr que tout ça, tout ce que je parle, ça vient de décisions qu'on a prises quand on était plus jeune. Vous n'êtes pas obligé de vous souvenir quand vous avez pris cette décision-là, puis à cause de qui. C'est sûr qu'on a regardé les modèles qu'on avait dans notre vie, et puis comme modèle, ben, c'est pas mal ce que je viens de mentionner, c'est ce que nos parents vivaient. Alors on a continué à faire la même chose, on a acheté beaucoup de choses de nos parents. Mais on n'est pas obligé de continuer à vivre avec des choses qu'on a achetées il y a 20, 30, 40 ans. Vous ne le faites pas dans votre vie physique? Vous ne continuez pas à porter le même linge, les mêmes souliers, les mêmes manteaux que vous avez achetés il y a 30 ans. Il n'y a pas quoi le faire dans votre vie émotionnelle et votre vie mentale au niveau des décisions. Vous pouvez toujours changer vos décisions. Alors, faites juste regarder les résultats que vous avez présentement
Vous savez que vous avez décidé ça à un moment donné. Alors, vous avez qu'à changer vos décisions. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est si difficile de vivre seul, parce que dans le fond, nous autres, on le sait qu'on a besoin de quelqu'un d'autre dans notre vie avec qui on veut apprendre à aimer, surtout dans l'autre sexe. Les personnes qui choisissent de vivre dans le fond des bois tout seuls, sans jamais rencontrer personne, leur évolution au niveau de l'amour va être plus longue parce qu'ils ne sont pas arrivés de situations où ils ont à apprendre à développer l'amour. Parce que c'est quand ça ne va pas à notre goût, c'est pas, ça n'est qu'une tête, d'après notre façon de penser, que là, on a des occasions d'apprendre à aimer. Alors, plus vous avez un conjoint qui est différent de vous, plus vous avez des occasions pour apprendre à aimer. Et les gens qui sont seuls, bien souvent, se font accroître. Je sais que moi, j'ai été par un bout de temps, on se fait accroître, oh, oui, on est bien seul. Mais vous le savez, on a de la nostalgie, on a des moments où c'est très difficile, on voudrait bien avoir quelqu'un à côté de nous autres. Et pendant ce temps-là, on devient dépendant d'autres choses. Hein, on compense dans les autres dépendances que j'ai mentionnées tout à l'heure. Parce que notre relation avec le conjoint ou avec les membres de notre sexe, pour les personnes qui vivent seules présentement, bien, regardez votre dernière relation que vous avez eue ou regardez votre attitude en général avec les membres de notre sexe, va vous aider énormément à découvrir ce qui se passe en dedans de vous autres. C'est pour ça que c'est si difficile. Parce que notre but premier sur la Terre, c'est d'atteindre la grande harmonie intérieure. Et comment on va arriver à ça? C'est quand on va être capable de fusionner ou d'avoir l'harmonie parfaite entre l'homme et la femme que nous avons à l'intérieur de nous autres. C'est-à-dire le principe féminin et le principe masculin. Je vais vous parler un petit peu de ça. Le principe masculin, ça c'est pour tout le monde. On a 50-50 des deux et puis on veut arriver à la fusion. Le principe masculin est relié au côté droit je vais commencer le principe féminin, est relié au côté gauche de l'être humain et c'est la partie de l'être qui exprime la tendresse, l'affection, qui aime les arts, la musique, qui est très créatif, qui est intuitif. Alors, quand tu trouves des nouvelles idées ou tu décides de quelque chose, ça te dit quelque chose en dedans de toi, ça, c'est ton principe féminin qui est à l'œuvre. Mais c'est le côté passif de l'être humain. C'est la partie de nous autres qui tout se passe plutôt à l'intérieur. Et le principe masculin, c'est la partie de l'être qui est reliée à la force, le courage, la persévérance, le côté rationnel, le côté actif, le côté de passer à l'action. Alors, l'harmonie parfaite entre l'homme et la femme en dedans de nous autres, c'est le féminin, autant chez les hommes que chez les femmes, le féminin décide, va créer quelque chose parce que notre aspect féminin est très relié à nos vrais besoins, puis relié aussi au niveau du cœur. Et on sait ce que notre cœur ou notre âme, parce que le cœur et l'âme sont à la même place, a besoin pour être heureux. Alors, on sait ça au plus profond de nous autres. Et l'homme, dans nous autres, le principe masculin, lui, son rôle, c'est de trouver, avec le rationnel, de trouver comment je pourrais arriver à faire plaisir à madame. Alors, le principe féminin dans nous autres, comment on peut arriver à faire arriver ça, cette chose-là qu'on a besoin. Mais à date, ce que j'ai vécu, je sais que moi, c'est ce que j'ai vécu continuellement avec mon premier conjoint pendant les 15 années, mon principe masculin était très fort. Et moi, c'est la personne qui passait à l'action. J'ai toujours passé à l'action très vite. Et mon conjoint, dans le temps, lui, était plus, son principe féminin était plus fort. C'était le type qui écoutait plus ses vrais besoins. Des fois, là, il faisait part d'un besoin, comme quand il y avait des journées libres dans la semaine, parce qu'il travaillait sur des horaires différents. Quand il voulait que toute la journée, disons, on partir à l'aventure ou aller sur la plage, aller au golf. Alors moi, j'avais des petits jeunes enfants dans le temps. Je disais, ben non, voyons donc, ça n'a pas d'allure. J'ai du lavage, du repassage, un peu de couture à faire. Qui va tout faire ça si je ne suis pas là pour le faire? Voyez-vous, le rationnel, j'utilisais, moi, mon côté rationnel pour le faire changer d'idée. Alors, si je faisais ça avec lui, c'est que je fais ça en dedans de moi. Alors, ça me dit que dans ce temps-là, je n'écoutais pas mes vrais besoins. Aussitôt qu'en dedans de moi, ça disait quelque chose, j'avais besoin de quelque chose,
c'est que l'autre partie de moi disait, ben non, voyons, ça n'a pas d'allure, c'est pas raisonnable, il faut pas, c'est pas supposé. Alors, vous voyez, vous pouvez vous servir de votre relation avec votre conjoint pour savoir ce qui se passe en dedans de vous autres. L'harmonie parfaite, ça aurait été de voir au moment où mon conjoint voulait partir pour une journée, même si pour moi, c'était pas selon mes plans, de voir comment on aurait pu organiser ça. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que lui soit satisfait dans son besoin sans que ça dérange trop ce que moi j'avais à faire, plutôt que de le faire changer carrément d'idée. Alors, quand vous avez l'harmonie parfaite dans un couple, c'est ce qui se passe. Quand il y en a un qui exprime son besoin, l'autre essaie de voir comment on peut satisfaire ce besoin-là. À deux, on en parle, on discute, comment on peut en arriver à une entente. Et non toujours un faire changer d'idée à l'autre. Et quand vous êtes capable de le faire en dedans de vous autres mêmes, vous allez voir que c'est de plus en plus facile à faire en dehors. C'est pour ça que tout ce qui existe autour de nous autres est là pour nous montrer ce qui se passe en dedans de nous autres. Vous n'avez qu'une seule chose à faire sur la Terre présentement, c'est d'apprendre à vous connaître pour toujours atteindre de plus en plus l'harmonie intérieure. Parce que quand le principe féminin décide, et puis le principe masculin l'aide à mettre en action cette chose-là, c'est merveilleux que vous savez tout ce que vous pouvez faire arriver dans votre vie. Parce que vous mettez toutes vos forces ensemble. C'est pas un contre l'autre. Et après, c'est sûr, quand je me suis fait arriver mon deuxième conjoint, je me fais arriver quelqu'un aussi qui est pareil, nécessairement. On enlève ça parce qu'on veut le changer, on s'en fait arriver un autre qui fait la même chose. Alors, lui aussi, il exprimait ses besoins. Et je voyais que lui, il a même affaire dans sa vie avec lui, c'est quelqu'un qui était à l'écoute de ses besoins. C'est vrai, un élément que j'ai oublié de mentionner, c'est que j'étais le contraire dans ma vie de travail. Dans mon travail, c'était juste le principe féminin qui décidait. Je créais, je décidais quelque chose, puis je passais tout à l'action sans même regarder les conséquences ou peut-être retarder ça un petit peu plus longtemps. Tu sais, je n'allais pas du tout de mon côté rationnel. Je passais d'un à l'autre. Dans ma vie affective, c'était le masculin qui dominait. Et dans ma vie de travail, c'était le féminin. J'ai toujours beaucoup créé de choses ma vie de travail. Et j'avais à harmoniser les deux, à apprendre que dans les deux, on doit se promener d'un à l'autre, puis de fusionner les deux ensemble. Alors, quand j'ai rencontré le deuxième, ben là, encore là, je me disais, semblait que c'était bien agréable, j'aimais bien ça. Je ne peux pas y trouver beaucoup de défauts. Puis c'était une relation très confortable. Mais dans ma tête à moi, là, j'étais à la recherche de l'âme sœur. Vous avez entendu parler de l'âme sœur? Oui? Parce qu'à ce moment-là, je croyais encore là, que là, il y avait un prince charmant quelque part, puis que j'étais pour rencontrer l'être extraordinaire qui viendrait tout satisfaire mes moindres besoins. C'était pour être le wow, en le rencontrant, et puis la grande passion, puis le feu, puis l'excitement. Et quand j'ai rencontré Jacques, c'était une relation très confortable, bien satisfaisante pour moi, mais il n'y avait pas le wow. Et fait que je continuais, tu sais, je continuais à être avec lui, mais toujours en regardant ailleurs. Hein? Le truc que je vois là-dedans, tout à coup, là, ouais, tu dis, moi, il n'est pas pire celui-là, tout à coup, ce serait lui. Puis là, pendant ce temps-là, tu ne prends pas de décision. Tu sais, tu es avec eux, mais tu es toujours, bon, ben, c'est peut-être pas ça. Et vous ne pourrez jamais rien faire arriver dans votre vie si vous ne vous décidez pas. Et j'ai réalisé, ben, j'ai compris depuis ce temps-là, de toute façon, qu'est-ce que c'est vraiment que l'âme sœur. Je vais vous donner ma version, moi, de ce qui fait mon affaire de croire. Parce que vous savez, les croyances, hein, ça change avec l'évolution. Et présentement, je crois sincèrement que nous avons des centaines d'âmes sœurs. Les âmes sœurs, ce sont des âmes avec lesquelles on évolue pendant plusieurs vies. Des personnes que, au premier abord, quand on les rencontre, on a l'impression de toujours les avoir connues. Ça fait pas, ça fait seulement quelques heures qu'on se connaît, on est en train de se parler de toutes sortes de choses, comme ça, on s'était toujours connus. Ça peut arriver autant avec un homme qu'une femme. Parce qu'on vit, quand on connaît un peu ce qui se passe entre les vies, tout ça, on vit dans des familles. Il y a des grandes familles qui reviennent continuellement, comme votre conjoint, vos parents, vos enfants. Ce sont tous des personnes avec qui vous avez déjà vécu plusieurs vies. Alors, les enfants, c'est ça.
Mais par contre, il y a ce qu'on appelle l'âme jumelle. Et l'âme jumelle, c'est quelque chose qui on dit, enfin, ça c'est la théorie, comme je vous dis, qui fait mon affaire, je ne suis pas obligée du tout de l'accepter. L'âme jumelle, c'est la personne qui est vraiment la personne avec laquelle on finit nos dernières vies sur la Terre. C'est la personne qui nous complète vraiment et qui est comme une autre extension de nous autres. Et on dit qu'on est juste prêt à rencontrer cette âme-là avec laquelle on va vivre des expériences extraordinaires quand on s'accepte et on s'aime pleinement. Autrement, on ne peut pas la reconnaître. Vous l'avez peut-être déjà rencontré, ça a déjà été quelqu'un que vous croyez que c'est une âme sœur, mais on ne peut pas reconnaître cette âme-là tant qu'on n'a pas fait la grande acceptation totalement dans nous autres. Alors, vu que c'est quelque chose qui est la plus difficile à faire en réalité, de s'accepter totalement, je pense qu'on a encore un petit bout avant de savoir laquelle âme qui va être l'âme là, spéciale dans notre vie. En attendant, on continue à vivre toutes sortes d'expériences avec toutes sortes de personnes et c'est beaucoup plus sûr et clair maintenant dans ma tête à force d'observer, de travailler avec toutes sortes de personnes que la grande passion puis le grand wow, comme on dit, là, c'est pas nécessaire dans une vie de couple, dans le grand amour. C'est parce que cette passion-là, à un moment donné, arrête. Puis quand ça arrête, ben, c'est peut-être d'autres choses qui vont arrêter aussi. Alors, l'important, c'est d'apprendre à se connaître et à s'aimer davantage. Et ça devient de plus en plus excitant. Alors, c'est bien plus agréable de commencer une relation en ami et ça continue en devenant de plus en plus excitant d'être ensemble que de commencer avec le wow, puis ça s'en va. Hein? Et je me suis rendu compte que dès l'instant où j'ai pris la décision avec Jacques que c'était pour être lui, que j'étais pour aimer, puis que je voulais faire tout en mon pouvoir pour être bien, puis c'est ça que je voulais faire, c'est à ce moment-là que ça a commencé à être excitant. Alors, c'est assez drôle à dire. Alors, je vais juste vous donner quelques moyens que j'ai découverts, que je sais qui marchent vraiment et que j'ai pu observer aussi chez plusieurs couples, que quand on utilise ça, il y a beaucoup d'espoir. Une des choses, c'est sûr qu'il y a plusieurs de ces choses-là que vous avez entendues avant, mais le fait de les faire dire des fois à elle, c'est de traiter l'autre comme tu veux être traité. Mais pas dans l'action, dans la motivation. Comme la personne qui me dit, mais moi, je l'écoute quand il arrive, mon mari, il me semble, je l'écoute, il me parle de ses affaires, puis je l'écoute, puis quand moi, je parle de mes affaires, il ne veut pas m'entendre. Alors, ça ne marche pas, si on récolte qu'est-ce qu'on fait, comment ça se fait que lui ne m'écoute pas? Alors, c'est que on doit découvrir le besoin de l'autre. Peut-être que l'autre, c'est pas ça qu'il a besoin de faire écouter. Peut-être que l'autre, qu'est-ce qu'il a besoin, c'est même qu'on lui laisse la paix. Puis, hein, alors, c'est de vérifier, parce que c'est ça le besoin plutôt que de dire, bon, moi, je veux ça, puis je vais lui donner ça. C'est la motivation qui doit être, qu'on récolte, toujours la même motivation. Alors, si la motivation, c'est de lui faire plaisir dans ce que lui choisit comme plaisir, là, lui, il va vouloir te faire plaisir dans ce qui te fait plaisir à toi. Alors, est-ce que vous savez vraiment ce qui rend votre conjoint heureux? Savez-vous vraiment? Lui avez-vous posé la question dernièrement? L'avez-vous fait dernièrement? Le faites-vous souvent? Ce qui rend vraiment l'autre heureux? Parce que ça, c'est un des grands secrets. Apprendre à donner à l'autre. Juste avoir le plaisir de rendre l'autre heureux. Et tout ça toujours sans attente. Hein? Sans attente, puis toujours dans la mesure du possible. Parce que c'est sûr que des fois, s'il y en a un qui le rendrait heureux, là, ça rentre véritablement dans ton espace, et puis toi, ça t'est pas possible présentement de le faire, tu regardes s'il y a une possibilité, puis il n'y en a pas, et à ce moment-là, tu ne fais pas. Mais au moins, c'est regarder, puis vous en discutez ensemble, puis là, il y a une communion qui se fait quand l'autre voit que tu ne peux pas répondre à sa demande parce que ça t'est impossible présentement. Mais quand les deux ensemble, ou ça, juste un commence, puis l'autre a le goût de le faire, de donner ça plaisir. Ça peut être un pour vouloir juste se faire donner des compliments. Ou ça peut être de l'argent. Souvent, il y en a un des deux qui gère l'argent puis qui tient les cordons très serrés. Et puis l'autre, ce qui me ferait plaisir, c'est de ne pas avoir des cordons serrés.
c'est de vérifier entre les autres, puis d'arrêter de décider pour l'autre. Moi, je dis que ça, c'est une des choses les plus difficiles. Sans cesse, j'entends des personnes qui décident pour l'autre personne. Et ça, regarde, écoutez-vous parler, puis vous allez voir combien de fois vous décidez pour l'autre. Être capable de prendre des engagements ensemble. Beaucoup ne sont pas capables de s'engager ou de se faire une promesse sur quelque chose parce qu'ils ont peur de ne pas être capables de la tenir. Et ça, c'est une bonne pratique. Pratiquez-vous à qui est obligé de rester fidèle à l'autre conjoint. Nous, ça, c'est juste quelque chose dans notre tête qu'on décide. Alors, peut-être que toi, tu as le goût de t'engager, d'être fidèle à ton conjoint, puis d'après toi, tu prends pour acquis que l'autre, il doit avoir le goût d'être fidèle à toi. Mais va donc vérifier avant de décider ça pour l'autre. Et si les deux prennent un engagement ensemble, c'est pas parce que vous avez un papier qui dit que vous êtes mariés que vous vous êtes engagé à ça nécessairement. Ça doit se faire avec des paroles et puis ensemble, d'un commun accord. Et ensuite, quand il arrive quelque chose, s'il y en a un des deux qui vit une attirance ou quelqu'un d'autre, bien, c'est entendu d'avance que vous allez vous en parler. C'est ça, quand on est capable de prendre des engagements, on est capable aussi d'être vrai envers un et l'autre. Et ça, c'est une autre chose, hein? Apprendre à être vrai, à donner l'heure juste. Aussitôt qu'il se passe quelque chose, être capable de traiter ton conjoint comme un grand ami. Hein? À une amie, là, vous diriez dire ces choses-là, vous diriez, ah, tu sais pas ce qui se passe présentement, il passe telle affaire. Mais combien de choses vous allez dire à un ou une amie que vous ne direz pas à votre conjoint? Alors, si vous n'êtes pas capable d'être ami avec votre conjoint, vous ne pourrez pas avoir de relation intime parce que c'est ça l'intimité, c'est d'être capable d'aller en profondeur puis de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. À partir du moment que tu lui donnes l'heure juste, à mesure que les choses arrivent, pas attendre qu'il soit 3 mois ou 6 mois plus tard, tu sais, d'être capable de vous le dire. Arrêtez de vouloir que l'autre fasse de la télépathie. Hein? Comme vous savez, dans un couple, la plupart du temps, il y en a un qui exprime ses besoins, puis l'autre exprime ses émotions. Hein? Alors, celui qui exprime ses besoins, ben, l'autre qui n'exprime pas ses besoins va souvent faire ce que l'autre veut, parce que l'un, il est capable d'exprimer ses besoins. L'autre personne, ben, elle vit des émotions là-dedans, parce qu'elle se sent comme soumise ou qu'elle, ben, ça ne va pas selon ce qu'elle veut toujours, mais elle ne dit pas ses besoins. Elle voudrait que son mari fasse la télépathie, qu'il devine ses besoins. Ça ne marche pas de même non plus. Alors, apprenez tous les deux à exprimer vos besoins. Alors, si tous les deux ont un besoin différent au même moment, ben là, vous êtes capable d'en parler parce qu'on le sent. Il y en a toujours un des deux qui son besoin est encore plus intense. Puis que l'autre peut, bon, peut-être plier ou changer d'idée au niveau de son besoin, même si ce n'est pas sa préférence, faire plaisir à l'autre. Parce que c'est à ce moment-là que vous avez des occasions uniques pour apprendre à donner. C'est facile quand quelqu'un te demande quelque chose, puis oh, ça ne te dérange pas du tout de donner. C'est pas là que tu vas apprendre à donner. Tu apprends à donner quand ça ne fait pas ton affaire et que c'est dans la mesure du possible pour le donner. C'est sûr que ça ne vient pas du jour au lendemain, tout ça, mais en le sachant puis en le faisant le plus souvent possible, bien, vous allez voir que ça va devenir plus facile. Puis accepter les différences qu'il y a entre vous deux. Hein? Toujours accepter qui est là pour apprendre à vous connaître. Alors, pour les personnes qui connaissent la loi du miroir, la théorie du miroir, si vous voulez utiliser ça pour apprendre à vous connaître, ça, c'est un des éléments les plus importants. Ça devient tellement plus facile. Hein? J'ai souvent des femmes qui m'arrivent et qui disent mon mari est comme ci, il est comme ça, il fait ci, il fait pas ça, il est négatif, il est dépendant. Bon, fait que là, quand elle me parle, j'écris tout ça au tableau. Puis quand j'ai tout fini, là, je dis, on va continuer, là. Dis-moi, c'est qui vraiment ton mari? Quand elle finit, on lui dit maintenant, relis tout ça en mettant je. Et là, vous allez apprendre à vous connaître. OK? Ça passe pas, des fois, ça prend 2 ans avant de comprendre. On dit, ah, je fais pas comme ça se peut pas. Puis là, on commence à vivre des émotions. Puis souvent, il y a des choses qu'on ne veut pas. On ne veut tout simplement pas le voir parce que le miroir est trop dérangeant.
Et c'est comme la personne là, qui ne serait jamais vue dans un miroir, puis d'un coup, la première fois qu'elle se regarde dans un miroir, elle voit une face pleine de boutons. Elle dit, ah, mon Dieu, j'ai des boutons comme ça. Fait que tout de suite, elle ne voudrait plus regarder dans le miroir parce qu'elle se fera croire qu'elle est correcte parce qu'elle ne regarde pas dans le miroir. Ben, c'est exactement ce que vous faites avec votre conjoint quand vous ne voulez pas vous voir à travers lui. Et dès l'instant où vous êtes capable de le faire, puis de dire, ça se pourrait-tu que moi je sois comme ça, que vous commencez, vous ouvrez une porte, là, vous commencez à éliminer tous les dangers de l'orgueil, la possession, puis les dépendances. Il y a, c'est un exercice extraordinaire à faire qui est très simple, très, très simple, mais pas facile. Il y en a beaucoup, je vois ici, il y en a là, qui, il y a des affaires qui n'aiment pas là-dedans. et aussi d'apprendre à ouvrir vos oreilles, puis vos yeux, puis votre nez, votre senti, puis d'aller voir derrière. Il y a toujours quelque chose qui se cache dans ce qui se dit. Alors, quand votre conjoint devient impatient, alors quand il est impatient, peut-être qu'il y a de la peur derrière ça. Regardez s'il n'y a pas autre chose derrière, plutôt que juste entendre quelqu'un qui choque, qui est impatient. Puis, si vous êtes assez sage pour aller lui dire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis présentement? Tu sais, je remarque que tu es plus impatient que d'habitude. Puis, en allant dans son senti, dans ce qu'il ressent, vous allez voir comment c'est tellement plus facile que commencer à lui dire des bêtises, c'est dire, t'es bien fatigant, puis va t'arrêter, puis toujours impatient, puis que de vouloir le changer. Quand il vous critique, de voir de l'amour dans la critique, d'entendre de l'amour dans la critique. Ça là aussi n'est pas facile. Mais c'est quand, peut-être que c'est, quand il parle de lui-même, s'il critique quelque chose en général ou quelqu'un d'autre, bien souvent, c'est toujours à travers nos filtres hein, qu'on voit les autres choses. Alors, quelqu'un qui critique quelqu'un d'autre, très souvent, c'est lui-même qui critique. Alors, vous pouvez, faites vous autres aussi, quand vous critiquez quelqu'un d'autre, regardez la partie de vous autres qui vous appartient là-dedans. Bien souvent, il y a une partie de nous autres qui est comme ça, puis qu'on critique. Alors, plutôt que juste entendre de la critique, vous êtes capable de voir ou entendre les choses différemment, vous allez voir que ça ne sera plus la même relation. Il y aura beaucoup moins d'émotions. Une autre chose qui aide énormément dans une vie de couple, c'est d'avoir le temps et une place pour être seul. De pas toujours vouloir être accroché à l'autre et de toujours savoir tout ce qui se passe, puis tout le monde a besoin d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Vous êtes capable d'avoir un endroit à la maison où est-ce que vous avez votre place. Tu sais, vous pouvez fermer la porte, là, puis être seul. Et puis quand le conjoint décide de s'en aller seul, là, l'autre n'a pas besoin de se sentir tout croche puis de dire, bon, ça y est, il veut plus me parler, il m'aime pas, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas comme ça. C'est juste de respecter que chaque personne a besoin d'avoir du temps seul, puis d'être seul. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il t'aime plus ou que tu as fait quelque chose de pas correct. Sans demander d'explication. Attendre que l'autre en parle s'il désire en parler. Ensuite, le vrai amour dans un couple encourage tous les moyens d'être heureux. Alors, s'il y en a un que pour lui être heureux, bon, comme disons, si Marie, lui, c'est d'aller jouer au hockey ou de regarder des sports à la télévision ou d'être branché à son ordinateur ou d'aller jouer au golf, enfin, quel que soit le choix de Marie, si c'est ça qui le rend heureux, c'est de l'encourager là-dedans. Une personne qui essaie d'arrêter l'autre d'être heureux, voyons, ça marche pas, ça ne peut pas être ça de l'amour. De l'amour, c'est juste de vouloir voir l'autre heureux. Et la même chose au niveau de la femme, que ce soit quoi que ce soit qui la rend heureuse, même si l'homme ne comprend pas comment elle peut être heureuse là-dedans, il se dit, ben, c'est ça qui te rend heureuse. Bon, ben, mon Dieu, fais-le, c'est agréable, j'aime ça que tu sois heureuse. C'est tellement plus facile que de vouloir toujours tout contrôler et avoir le pouvoir, tu sais. Et le vrai amour fait aussi ressortir les bons côtés de la personne. Ça, on ne voit pas ça trop souvent. Hein? On entend, là, j'ai travaillé avec beaucoup plus de femmes que d'hommes. Là, comme j'ai calculé, j'ai travaillé avec environ 40 000 femmes depuis plus de 15 ans. Et qu'est-ce qu'on entend? Un groupe de femmes ensemble. Hein? On parle de leur mari.
toutes les choses qu'il n'a pas faites dernièrement. Hein? Les choses où ce qui n'est pas correct. Puis quand l'homme rentre à la maison, bien souvent, c'est ce qui se passe. Tu sais, quand est-ce que tu vas ranger la poignée de porte? Et puis, quand est-ce que tu vas couper le gazon? Et puis, si l'homme rentre à la maison, puis pour une fois dans la semaine, tout traîne à la maison, il va dire, tu fais jamais de ménage? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? C'est plutôt que de voir les choses qui sont faites, de faire ressortir le bon côté. Quand on est avec quelqu'un qu'on aime, qui nous aime, quand on finit notre conversation ensemble, on se sent élevé. Ça, c'est une preuve d'amour. Tu sais, de toujours faire des compliments, puis de faire sentir l'autre personne spéciale, ça, c'est une façon d'aimer. Alors, avec votre conjoint, comme avec vos enfants ou n'importe qui, c'est un moyen très, très efficace. Vous regardez les qualités de cette personne-là, parce que c'est impossible, il n'y a jamais une personne au monde qui n'a pas de qualité, et vous appuyez sur les qualités, vous mettez beaucoup plus d'énergie là-dessus, vous en parlez souvent, vous dites à tout le monde comment une telle personne est spéciale, elle est comme ci, elle est comme ça, puis même si l'autre personne n'est pas là, ça se sent ça dans l'énergie, qu'on est plus porté à faire ressortir les qualités que la petite bébite à quelque part. Parce que c'est sûr, il ne peut pas jamais y avoir deux personnes qui font toujours des choses qui font l'affaire de l'autre. C'est impossible. Si vous croyez à ça, ben, vous allez attendre longtemps. On est ici pour apprendre à aimer, alors c'est sûr qu'on va se faire arriver toujours des gens avec lesquels on a des choses qu'on n'est pas d'accord. Et puis, quand l'autre se trompe, tu sais, dans un couple, ça arrive souvent, quand on vit toujours ensemble, un se trompe dans quelque chose. Je n'avais pas besoin de lui dire, à moins que ce soit quelque chose qui est absolument important, là, tu sais, que ça peut être dangereux, là, mais combien de fois que quelqu'un, ça peut être que le mari a placé du sucrier dans le congélateur. Ça te donne quoi de dire, ben, c'est que tu avais la tête, que c'est que tu as pensé de mettre le sucrier dans le congélateur? Tu sais, ça change rien dans la vie de personne. Fait que plutôt que de lui dire comment est-ce qu'il est sans dessin, puis qu'il a la tête d'un nuage, puis ça, tu prends le sucrier, puis tu le mets à sa place. Puis de ne pas dire ça, ce sont des actes d'humilité. Ce sont des actes qui sont très, très efficaces pour vous autres, pour enfin faire ouvrir votre cœur. À chaque fois qu'il se passe un petit quelque chose, que vous avez pris l'autre personne en défaut à quelque part, mais ça ne change vraiment rien, là, que l'autre le sache, prenez l'habitude de ne pas le dire. Vous allez voir déjà, il y a quelque chose qui va commencer à se faire. Ça fait partie de juste développer ses bons côtés à l'autre personne. Alors, c'est toujours l'intention qui compte. Hein? Je l'ai mentionné un peu plus tôt. Regardez toujours l'intention qu'il y a derrière. Comme la personne qui, bon, comme je dis, lui qui avait mis le sucré dans le congélateur, son intention était bonne. Son intention, c'était d'aider à ranger les choses, et puis bon, il s'est trompé. Il le met à mauvaise place, pas dernière, pas fin du monde, tu sais. Tandis que combien de fois que l'intention derrière est plutôt égoïste, comme la femme qui s'inquiète parce que son mari rentre un peu tard, puis elle dit qu'elle s'inquiète parce qu'elle a peur qu'il y ait eu un accident. Tu sais? Elle ne pense pas à l'accident vraiment. Dans le fond, ce qui se passe, c'est parce qu'elle, elle veut savoir ce qui se passe. Puis elle a peur de savoir pourquoi il est en retard. Tu sais? Alors, vous voyez, l'intention, là, c'était de l'égoïsme qu'il y avait derrière ça. C'est ça que vous devez devenir conscient de vos intentions. Puis c'est là que vous voyez, bien, si mon intention, moi, c'est de posséder, puis de tout, d'avoir le contrôle sur votre conjoint, vous ne pouvez pas vous attendre de récolter autre chose. Alors, avant d'accuser quelqu'un ou de faire quelque chose, de regarder l'intention. Et c'est sûr aussi, au niveau sexuel, c'est toujours une grosse affaire dans un couple, surtout après que ça fait un petit bout de temps que les gens sont ensemble, que le couple est ensemble. Il y a beaucoup de conflits. Alors, c'est vraiment logique de voir qu'il y a des conflits, comme j'ai mentionné tout à l'heure, si vous avez une relation juste de pouvoir ou de dépendance, combien de fois qu'il y en a qui font l'amour juste pour être aimés, hein, ou pour manipuler l'autre, pour avoir le pouvoir sur l'autre personne, ou ne pas le perdre, pas qu'il aille ailleurs. Enfin, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles un couple va faire l'amour ensemble et graduellement, votre vie sexuelle va se détériorer quand il n'y a pas
vouloir fusionner, qui est vraiment le but de l'union physique de deux êtres ensemble, c'est de tellement aimer la personne qu'on peut fusionner avec la personne. C'est juste une façon de communiquer qui est très spéciale. N'importe quelle autre motivation derrière ça n'est pas la bonne motivation. Et ça, quand les deux personnes ont ce goût-là, cette façon de voir les choses ensemble, le goût vient en même temps. Si vous avez une relation de couple qui n'a un, qui a toujours plus le goût que l'autre, allez vérifier, allez en profondeur là-dedans. C'est souvent une question de pouvoir qu'il y a entre les deux. Bien souvent, ça va arriver, en général, vous savez que c'est plus souvent l'homme qui a plus le goût que la femme. Et alors, la femme, elle sent qu'elle est en train de se faire avoir si elle dit toujours oui. Elle a peur que lui profite d'elle, qu'il prenne avantage d'elle. Puis lui, c'est sa façon aussi d'avoir un peu de pouvoir sur sa femme, parce que dans la vie de couple, bien souvent, c'est elle qui a plus de pouvoir sur d'autres choses. Mais ça, c'est pas une bonne relation entre les deux. Et de le faire par soumission, c'est pas la solution non plus. Ça doit être toujours un sujet de conversation qui devrait être très, très présent dans votre vie de couple. J'en entends de toutes les couleurs parce que je fais souvent des cours sur la sexualité et je fais parler les gens sur leur vie de couple, sur leur vie sexuelle. Je dois vous avouer qu'il y a très peu de personnes qui ont une vie sexuelle très satisfaisante. Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas, soit qu'ils n'en ont pas ou il y en a toujours un qui en veut plus que l'autre. Ils ont perdu le désir. Enfin, j'entends toutes sortes de choses. Hein. Et il doit y avoir plus de communication, de dire ce qui se passe véritablement à l'intérieur de vous autres. Ça, c'est une façon d'apprendre à communiquer dans votre vie sexuelle. Et on ne sait pas pourquoi que les gens ont tant de difficultés à en parler. Les gens ont souvent des peurs, mais ils ne veulent pas parler de leurs peurs. Alors ça n'est une peur. Parlez-en de ça. Parce que tout ce que tu fais doit venir de toi. Ça doit venir de ton choix. Là, tu peux choisir de faire plaisir à l'autre conjoint. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a un peu plus de désir et tu choisis de donner parce que l'acte sexuel doit être un don de soi. On ne doit pas vouloir avoir du sexe avec une personne pour aller chercher quelque chose. Si vous faites ça, vous allez avoir une insatisfaction à l'intérieur de vous autres. Il manque quelque chose. Puis là, quand il y a un manque, qu'est-ce qu'on fait? On va compenser dans d'autres choses. Et la compensation sexuelle est souvent dans la nourriture ou dans la boisson. Alors, c'est bien, bien important d'être en contact avec vos besoins. Combien de personnes ont seulement besoin de tendresse, d'affection? Et puis vont décider, ils pensent que c'est du sexe qu'ils veulent. Quand les deux choses sont totalement différentes. Le parler de vos besoins. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'hommes aussi. Beaucoup d'hommes qui disent qu'ils ont besoin de beaucoup de sexe quand ils ont besoin de beaucoup de tendresse. L'homme a autant besoin de tendresse et d'affection que la femme. Parce que la vie sexuelle de l'homme n'est pas comme la vie sexuelle de la femme. La vie sexuelle de l'homme, c'est beaucoup plus physique. C'est plus à court terme. L'homme, vous savez, les couples qui ont été ensemble depuis un bout de temps, vous pouvez avoir une bonne dispute dans la soirée. Quand vient le temps de se coucher, l'homme est prêt à faire l'amour. Il a tout bien ça, lui. La femme, elle a encore ça sur le cœur, puis elle a besoin d'une préparation, puis il demande pardon. Enfin, tu sais, tout le kit qui vient avec. Et la femme, c'est beaucoup plus à long terme, c'est plus sérieux, c'est plus émotionnel et mental, l'acte sexuel. En tout cas, l'homme, c'est beaucoup plus physique. C'est pour ça que quand il y a une relation très satisfaisante dans un couple, la femme, aussitôt que la femme a le goût de faire l'amour, l'homme le ressent tout de suite et c'est très, très rare que l'homme n'aura pas le goût à ce moment-là, parce que l'homme, vu que c'est plus physique. C'est pour ça que c'est souvent la femme qui va quasiment gérer la vie sexuelle dans un couple et nécessairement, si la femme n'a pas le goût, c'est qu'il y a quelque chose dans votre relation intime qui fait que vous n'avez pas le goût de fusionner avec votre conjoint. Et quand la relation est très satisfaisante, c'est quelque chose qui vient avec. C'est sûr que c'est très difficile de vouloir faire l'amour avec ton père ou ta mère, ou ton bébé. Hein? Alors, si vous avez fait le père et la mère toute la journée, c'est très difficile. Quand
vous apercevez qu'il y a une relation avec quelqu'un, vous avez, parce on sait que présentement, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de séparations, beaucoup de divorces, beaucoup de nouvelles relations. Et vous avez rencontré une personne, puis qu'il y a beaucoup, beaucoup de points que vous n'avez pas en commun. Tu sais que ça serait très difficile, vous auriez beaucoup d'efforts à y mettre pour venir à bout d'arriver à une entente ensemble ou tu sais, à être, disons pas toujours avoir des points en désaccord. C'est quand vous êtes capable d'être vraiment en contact avec l'autre, d'être vrai avec un et l'autre, puis d'arrêter de vouloir changer l'autre personne. Ça peut être une séparation à ce moment-là qui est une séparation avec amour. Parce que si vous quittez un conjoint après quelques années avec lui ou avec elle, parce que l'autre n'a pas voulu changer, puis vous ne pouvez plus endurer cette situation-là, c'est que c'est une partie de vous autres que vous voyez dans l'autre, puis que vous ne voulez pas voir. Alors, faites-vous pas d'illusions, ça va vous revenir dans une autre personne, si c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir. Par contre, si vous êtes avec une personne, vous êtes consciente que présentement, il y a des choses que vous ne pouvez pas tolérer chez la personne. Ça peut être sa brutalité, ça peut être une personne qui n'est jamais là, ou quoi que ce soit que vous ne pouvez pas prendre, mais que vous êtes capable de faire le lien avec vous autres. Vous êtes capable de vous voir à travers ça et de dire, bien, il y a quelque chose là-dedans qui m'appartient, mais je ne suis pas capable, moi, présentement, de faire tout le processus nécessaire pour être bien avec ça. Je sais que si j'étais différente, lui serait différent avec moi. Ça vient de moi. Vous êtes capable de prendre votre responsabilité dans votre relation, puis vous choisissez que présentement, vous voulez quitter cette relation-là parce que c'est trop douloureux. Il n'y a pas personne qui dit qu'on est obligé de prendre les chemins douloureux pour évoluer. Vous êtes juste consciente que présentement, ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire et vous en parlez ensemble, vous emmenez de commun accord à une séparation. C'est quelque chose qui est très, très bénéfique. Vous allez voir qu'après ça, cette chose en particulier que vous aviez de la difficulté à maîtriser chez vous va se faire par après d'une façon plus facile. Graduellement, ça va se faire. Puis éventuellement, quand même, vous auriez un conjoint qui aurait la même attitude, ça ne vous dérangerait plus autant. Alors, de regarder si vous vous séparez avec quelqu'un et puis qu'il y a encore quelque chose qui accroche, là, puis que vous en voulez à l'autre, c'est sa faute, ça n'a pas marché. Et alors là, vous voyez, vous n'avez pas pris votre responsabilité. Et ça, c'est quelque chose encore qui est là, qui va continuer dans vos fréquentations. Pour ça que souvent, il y en a qui me demandent comment ça se fait qu'une fille qui n'a pas accepté que son père la batte, elle marie un type qui était doux tout de même à l'apparence, et puis quelques années après être marié, il commence à être violent avec elle. Un autre, c'est l'alcoolisme. Ça peut être différentes choses. Alors, quand il y a quelque chose qu'on n'a vraiment pas accepté, puis qu'on juge et qu'on critique, euh, on se le fait arriver. C'est comme ça. Ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie de ce que votre Dieu intérieur passe son temps à vous faire arriver des gens autour de vous autres qui vont vous aider à vous voir à travers eux autres. Tant qu'on ne veut pas voir ça, ben, on refuse un moyen de grandir. Je crois que le plus important que je peux répéter encore dans une relation, c'est de donner, 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 le plus possible. Ça, c'est une des grandes recettes de la vie dans tous les domaines. Alors aujourd'hui, on parle de la relation intime, c'est dans tous les domaines. Plus vous allez apprendre à donner sans attendre, juste donner pour le plaisir de voir quelqu'un d'autre qui est heureux à travers ça, c'est déjà, il se passe un grand phénomène à l'intérieur de vous autres. C'est pas facile encore parce qu'on n'a pas été habitué à donner sans attendre. On donne un cadeau, on s'attend un cadeau. Si on donne un cadeau à Noël à quelqu'un, on voudrait en avoir un retour. Il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Mais commencez graduellement. Faites des petites victoires, puis vous allez voir la différence dans votre vie. Puis vous savez que le mot pardonner vient avec donner aussi. Hein? Et quand vous pardonnez quelque chose à quelqu'un, il serait bien important aussi non seulement de lui pardonner, mais de lui demander pardon d'y en avoir voulu. Parce que quand on pardonne à quelqu'un, c'est parce qu'on pense qu'il nous a fait quelque chose de pas correct. Et ça, il y a eu un jugement là-dedans. Parce que bien souvent, la motivation de l'autre personne, on n'a pas à la juger ou à la critiquer, ça lui appartient. Parce que dans la vie, quand on parle qu'on récolte qu'est-ce qu'on sème, c'est toujours selon la motivation.
C'est pas selon les actions que l'on fait, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière l'action qu'on récolte toujours. Une définition que j'aime beaucoup de l'amour idéal, c'est la liberté totale entre deux êtres, mais aucun des deux n'a le goût d'en prendre davantage. Bien, hein? Souvenez-vous de celle-là. Vous allez voir, vous allez savoir là, que quand le conjoint arrive 4 heures en retard, ben c'est sa vie, c'est lui, puis on n'a pas besoin d'avoir la grosse scène de ménage ou qu'il y en a un qui décide qu'il va aller prendre une semaine de vacances seul. C'est pas parce qu'il t'aime pas, c'est que tous les deux sont libres. Puis quand vous allez vraiment accepter cette liberté-là, puis que c'est fait dans votre cœur, vous allez voir que vous n'aurez même pas le goût d'en prendre davantage. Vous allez toujours avoir le goût d'être ensemble. Et qu'est-ce qu'on reçoit en retour là-dedans? Ben, c'est sûr que plus on donne, plus on reçoit. Donc, toujours, la manne devient de plus en plus abondante. Tu vas recevoir du bonheur comme tu ne peux pas t'imaginer. Ceux qui n'ont jamais appris à le faire encore, il y a des choses encore que vous ne pouvez pas imaginer, comment ça peut être merveilleux, juste de sentir qu'il y a du bonheur tout le tour. On a l'impression de toujours recevoir. Puis tout ce qu'on se concentre, c'est toujours de donner, mais on a l'impression de recevoir davantage. Et votre vie sexuelle va être de plus en plus excitante et satisfaisante. Ça, c'est possible. Hein? Je le vois chez des gens qui, même à 60 ans, à 65 ans, alors gardez de l'espace ceux qui, qui pensent qu'il est trop tard. Là. Non, non, il n'est pas trop tard. L'amour véritable aussi entre les deux êtres, ça aide énormément à rajeunir. Les gens ont l'impression de rajeunir plutôt que de vieillir parce que c'est quelque chose de spécial là. Le cœur a la possibilité de guérir. Plus vous apprenez à ouvrir votre cœur, plus votre sang a de la qualité. Plus vous avez un sang qu'on appelle magnétique, un sang qui à mesure qu'il traverse le corps, nous aide à reconstituer les cellules, à rajeunir les gens, à guérir de maladies. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir de ça. Et puis, vous allez avoir aussi l'harmonie intérieure avec l'homme et la femme en dedans de vous autres, qui va vous aider énormément à faire arriver les choses dont vous avez besoin. À répondre, vous avez besoin, vous désirez quelque chose et vous allez pouvoir le mettre en action, vous autres mêmes, dans votre vie, en apprenant à le faire avec un conjoint. Et puis pour ceux qui, présentement, n'ont pas de conjoint, qui disent, oui, mais avec qui je vais me pratiquer? Là, moi, je suis seule présentement. Commencez à vous pratiquer avec des personnes de l'autre sexe. N'importe qui. Ça peut être à ton travail, ça peut être à travers un enfant ou un frère, une sœur ou quelqu'un de l'autre sexe. Commencez à vous pratiquer à donner. Juste donner. Dans n'importe quoi, toutes les choses que vous pouvez faire. Et là, vous commencez à ouvrir la porte pour avoir éventuellement une union avec quelqu'un de l'autre sexe, une union que vous aspirez tous en réalité. Tout le monde veut ça dans le fond d'eux-mêmes, même si on essaie de se faire des accroire de d'autres choses, là, parce qu'on le sait au plus profond de nous autres, on est ici pour aimer, on est ici pour donner. Mais on a appris toujours le contraire, on n'est pas en contact encore avec ça. C'est tout là, hein? Ne vous inquiétez pas, vous avez tous le cœur aussi grand que l'autre, mais on a oublié d'être en contact avec ce grand cœur-là. Et plus vous allez apprendre à donner, à être généreux et à toujours vouloir le bonheur de l'autre, allez vérifier ce qui fait plaisir à l'autre, vous ouvrez, vous devenez de plus en plus en contact avec l'énergie de votre cœur et c'est là que vous allez attirer les choses merveilleuses dans votre vie. Alors, je vous remercie beaucoup. OK, alors merci beaucoup Lise pour la belle conférence. Pour ceux qui veulent en savoir plus long sur la philosophie d'Écoute ton corps, je vous invite à lire le livre de Lise, Écoute ton corps, ton plus grand ami sur la Terre. Il est écrit depuis avril 87. Alors merci, bonne pause. Est-ce nécessaire une période seule après un divorce? Dans plusieurs occasions, ça peut être nécessaire, surtout si la séparation ou le divorce n'est pas fait vraiment d'une façon très amicale ou avec amour, et puis qu'il y a encore de la rancune, et puis qu'il y a un malaise ou que la personne n'est pas bien, là, c'est amer, disons, la séparation. Ça peut être mieux
d'être seule par après pour digérer ça puis se regarder à travers ça. Mais une personne qui a une séparation puis qu'elle voit sa responsabilité là-dedans, comme j'ai parlé un peu plus tôt, c'est, ça ne veut pas dire que c'est la même chose. C'est pas, disons, nécessaire, mais ou préférable. Pour ces personnes-là, ils peuvent être prêts tout de suite à aller apprendre avec une autre personne. Vous dites qu'aimer, c'est prendre plaisir à rendre l'autre heureux. Comment faire si pour rendre l'autre heureux, c'est accepter qu'il vive une relation intime avec quelqu'un d'autre sans qu'il veuille partir de la maison familiale? Ça, c'est tout un test. La personne qui se fait arriver ce test-là a une occasion unique d'apprendre à aimer là, d'une façon très spéciale. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé de, disons, de le faire, de dire si c'est trop douloureux. C'est comme une personne qui arrive à la maison, son mari le bat tout le temps, puis elle dit, ben je sais qu'il est souffrant, puis c'est senti, bon, ben, il trouve tout ça, elle comprend ce qu'il vit, elle n'est pas obligée de tolérer la situation s'il vit aucun contrôle. Elle peut être consciente qu'il y a quelque chose là-dedans qui la concerne, mais des fois, c'est trop douloureux. Alors, la même chose, quand il y a une relation, un des deux qui veut vivre une relation extérieure, c'est quelque chose de très différent à cause de notre grande possession avec laquelle nous avons été élevés. C'est très difficile à apprendre. C'est à ce moment-là que vous pouvez mesurer le degré de votre possession. Et alors, la personne qui choisit d'accepter ça, même si c'est souffrant, c'est sûr qu'elle va grandir beaucoup à travers ça. Mais comme j'ai dit, c'est à vous autres de regarder. Si vous êtes prête à le faire, bon, ben, je vous lève mon chapeau. Puis sinon, ben, si vous n'êtes pas prêt à le faire, bien, que ce soit clair et net. Dire non, moi, je ne peux pas tolérer ça. Présentement, je me rends compte que je suis trop possessive et je ne peux pas accepter que tu vives une relation avec quelqu'un d'autre, puis moi, je suis là, puis j'attends. Tu sais. Que ce soit clair et net que ce que vous vivez et vous regardez comment vous pouvez organiser ça pour vous séparer à l'amiable pendant le temps de la relation de l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est permanent. Hein? Toute situation arrive à passer. Il n'y a jamais, jamais rien de permanent sur la Terre. Et quand vous savez, hein, des fois, regardez en arrière, il vous est arrivé des situations où vous pensiez qu'il n'y avait pas d'issue, puis aujourd'hui, vous êtes capable d'en rire. Pourquoi? Parce que ça a passé. Alors, quand il y a une situation que vous n'aimez pas du tout, vous pouvez vous dire, j'accepte la réalité de cette situation-là, mais je n'accepte pas sa permanence. J'accepte que c'est passager. Et puis, vous allez voir, ça passe. Croyez-vous que le grand amour peut durer entre deux femmes? Et que pensez-vous des relations homosexuelles? Vous n'en parlez jamais. Oui, c'est vrai qu'on en parle moins. Ce soir, ça ne faisait pas partie du sujet parce que le grand amour intime, c'est, quand on parle d'intimité, c'est entre le masculin et le féminin. C'est sûr que quand il y a une relation homosexuelle, il y a un mélange de masculin et de féminin. C'est beaucoup plus difficile. Pour moi, je vois l'homosexualité comme une expérience, comme quelque chose qui a très haut rejet. Parce que l'homosexualité, présentement, dans la société, n'est pas encore acceptée. C'est pas accepté de beaucoup de familles, même s'il y en a qui se disent très ouverts, très libres. Mais ici, regardez tous ceux qui sont des parents et regardez ce que vous diriez si vous apprenez que vos enfants sont homosexuels. Il y aurait quelque chose qui aurait de la misère à passer. Je dois avouer que l'homosexualité, pour moi, vient de soit un complexe d'édite très fort, très prononcé, qui n'a pas été résolu. Ça peut venir d'une décision qui a été prise à la naissance ou avant de naître, que tu n'étais pas le bon sexe parce que tu avais peur de ne pas être aimé de ton père ou de ta mère à cause de ne pas être désiré comme petite fille. Si les deux parents désiraient un garçon, puis toi, tu sais que tu es une petite fille, peut-être que c'est la décision que tu vas prise dès le jeune âge, que si tu étais garçon, tu serais plus aimé. Alors, ça vient de décision à quelque part. Et je dois dire que présentement, avec toutes les milliers de personnes avec qui j'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé avec des homosexuels, autant femmes qu'hommes. Et il n'y a jamais eu encore une relation homosexuelle que j'ai vue qui était harmonieuse et puis qui vivait ça dans
un amour véritable de détachement et de non-dépendance. Je crois que dans une relation homosexuelle, c'est plutôt une expérience que vous avez à faire d'être donné, puis d'accepter que les autres nous aiment, même si on semble être rejeté. C'est bien plus une expérience de rejet qu'on a à faire. Comme il y a d'autres expériences de rejet, le petit enfant qui se fait adopter, ses parents le donnent à la naissance ou sa mère le donne, cet enfant-là, à sa naissance, c'est une expérience de rejet. Apprendre à aimer malgré le rejet. Et si vous êtes capable de vivre votre relation homosexuelle tout en mettant en pratique ce que j'ai dit tout à l'heure, encore bravo, parce que c'est sûr que dans les deux personnes, vous avez le principe masculin et féminin ensemble. Mais encore, comme je vous ai dit, c'est tellement des personnes hypersensibles, ce sont des personnes qui sont aussi très dépendantes et puis très possessives. Dans une relation homosexuelle, il y a beaucoup de possession à cause de cette peur de rejet-là qui est très, très, très présente. Et c'est beaucoup plus difficile. Un choix d'homosexualité, c'est un choix dans une vie de vivre quelque chose de plus difficile au point de vue relation intime, mais encore, il y a toujours quelque chose à apprendre dans tout. C'est ni bien ni mal, c'est tout simplement un choix que les gens ont fait bien souvent avant la naissance ou avant cette vie ici, puis qu'on ne sait pas au juste pourquoi. Et c'est sûr, c'est très controversé, hein, les opinions des homosexuels. Et j'ai encore jamais rencontré une relation homosexuelle qui était très harmonieuse, sans dépendance, sans possession. Alors, c'est mon expérience personnelle. Une autre question, peut-on aimer deux personnes en même temps? Exemple, un mari et une âme sœur. C'est peut-être le mari qui est l'âme sœur. Oui, ça, l'affaire de l'âme sœur, là, je conseillerais fortement à tout le monde d'oublier cette fameuse théorie de l'âme sœur parce que ça nous amène souvent dans un monde d'illusions. Et l'important, c'est d'être vrai, d'être ouvert. Et si une personne aime deux êtres en même temps, c'est d'en parler ouvertement aux deux d'exactement ce qui se passe. Et c'est là que ça va devenir plus clair. Parce que selon les lois générales, là, les lois de base, les lois divines, on aime notre conjoint et ça a été fait sur la terre comme ça, d'être attiré beaucoup, beaucoup par une personne et on vit une relation avec une personne pour apprendre à se connaître du point de vue de l'homme et la femme en dedans de nous autres. D'aimer trois, quatre personnes exactement pareilles, là, c'est, disons, d'une façon, la relation intime durable, ça ne va pas selon les lois de ce qu'on a à apprendre à l'intérieur. Mais définitivement qu'on peut aimer plusieurs personnes en même temps, mais des amours différents. On peut avoir quelqu'un qui est un grand ami, comme si, j'ai oublié tout à l'heure d'en parler, mais dans votre vie de couple, qu'est-ce que vous diriez si votre conjoint se fait un grand ami, mais du sexe opposé? Comme ton mari aurait une femme comme grande amie, puis qu'il aimerait voir régulièrement parce qu'ils sont deux grands amis, ou vice-versa, la femme qui a un homme comme un grand ami. Est-ce que vous auriez de la difficulté à accepter ça? Alors, vous voyez comment on est possessif, on a même peur qu'il se fasse des amis, quand en réalité, tout le monde a le droit d'avoir des amis du sexe opposé autant que du même sexe. Une autre question, vous avez l'âme sœur. Est-ce une autre moitié de notre âme ou une autre âme qui a une harmonie totale avec la nôtre? Je pense que tu bien répondu à ça. Oui, ça, c'est encore, il y a des différentes théories là-dessus. Je crois pas personnellement qu'on est une moitié d'âme. Chaque personne est l'expression de Dieu total. Oui, c'est assez complexe. Il y a beaucoup de théories là-dessus. Il y a deux âmes en particulier parce qu'au début, on était au début de la Terre, bon, il y a des millions d'années, là, on dit que l'être humain était hermaphrodite, ça veut dire qu'il était les deux sexes, et le sexe féminin et masculin. Puis à un moment donné, l'être humain a décidé d'être séparé, et c'est à ce moment-là que ça a commencé la question de vouloir rechercher l'autre sexe. Alors, comme vous dites, c'est très complexe, c'est des choses encore qui peuvent avoir différentes théories ici et là. Si vous voulez, vous pouvez lire des livres là-dessus, prenez la croyance qui fait votre affaire là-dedans, mais c'est pas ça qui est important. Mais c'est pas
savoir d'où ça vient, puis si c'est vrai. L'important, c'est d'être bien dans votre vie d'aujourd'hui, d'accepter les choses qui font votre affaire. Comme dans tout ce que vous avez entendu ce soir, prenez ce qui fait votre affaire, puis que ça passe bien, puis vous êtes bien avec ça. Comme dans tout enseignement que vous recevez d'ailleurs, vous devez aller au niveau de votre sentier, puis d'accepter les choses qui vous, qui vous vont. Et puis, ça ne veut pas dire que ce que vous entendez n'est pas vrai ou c'est pas correct, c'est juste que présentement, on a toujours chacun des besoins différents. Une personne ici veut savoir qu'est-ce que c'est que le grand amour? Le grand amour, c'est l'harmonie totale. C'est tout simplement ça. Vous allez vraiment le savoir, c'est-à-dire qu'on va tous le savoir sur la Terre quand on va être en amour total avec soi-même. On va être en amour avec chaque cellule de notre corps. On va tellement s'aimer puis être complet par soi-même que là, on n'aura plus besoin de tout d'autres personnes. Quand l'être humain va arriver à cette fusion totale-là, qui est la fusion du principe masculin-féminin, qui est la fusion de l'âme et de l'esprit, c'est à ce moment-là que l'être humain quitte la Terre. Comme j'ai dit, nous le montrer il y a 2000 ans, à un moment donné, puis quand la fusion se fait, la personne devient lumière. La personne, elle disparaît parce qu'elle devient tellement brillante, tellement lumière qu'on ne peut plus la voir avec nos yeux, nous autres êtres humains. Là. Et c'est ça qu'on recherche tous. Tout le monde veut pas, qu'on soit conscient ou non, notre âme recherche cette fusion-là avec l'esprit. L'esprit, c'est masculin, l'âme, c'est féminin. C'est toute la même chose, c'est cette fusion-là. Et présentement, on se connaît tellement pas. On n'est tellement pas en harmonie à l'intérieur, on manque tellement d'amour, c'est pour ça qu'on recherche tant l'amour à l'extérieur. On a besoin d'être aimé, on fait 50 000 pirouettes pour savoir que quelqu'un nous aime ou pour être aimé. Et on n'en aura plus besoin de ça avec le temps. Même on dit que quand on va être en amour total avec soi-même, on n'aura plus besoin de gratification physique, pratiquement plus besoin de nourriture ou plus besoin de sexe, plus besoin de ces choses-là. Mais on a encore du temps à faire avant d'arriver là. Hein? Et puis, c'est accepter ce que vous vivez présentement, puis tout ce que vous vivez, vivez-le à plein. Vivez-le avec amour. Vivez-le sans culpabilité. En étant conscient qu'éventuellement, on va avoir de plus en plus de maîtrise sur soi et puis qu'on va avoir la maîtrise totale sur notre corps, sur nos gratifications, sur les sensations. Ça, c'est des choses qui, présentement, on a besoin encore de sensations, on a besoin de satisfaire nos sens. Et c'est là, c'est comme ça. On a d'y aller, mais au moins d'y prendre plaisir et de l'accepter plutôt que de voir du mal à quelque part. Ça, c'est une des choses que je trouve qui est les plus difficiles parce que plus on devient conscient, plus on s'aperçoit de la grandeur de l'être humain qu'on est, de la grande, quand on prend contact avec cette belle lumière-là à l'intérieur de nous autres, on voudrait toujours juste faire les choses merveilleuses, puis jamais se tromper nulle part. Et c'est là qu'on commence à se sentir coupable. Et on doit apprendre à accepter qu'on fait un pas à la fois, puis qu'on va y arriver à cette grande fusion-là. Et la façon d'y arriver, c'est en se pratiquant avec les autres, parce qu'à mesure que vous le faites avec les autres, vous le faites avec vous autres-mêmes. C'est plus facile. À l'état où on est présentement sur la Terre, c'est plus facile de le voir avec les autres personnes. Parce qu'on n'est tellement pas conscient. Vous savez qu'on est conscient environ 10% du temps. Alors, on est tellement peu conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous autres qu'on a besoin des gens autour de soi pour se connaître à travers eux autres. Et c'est vraiment le but d'Écoute ton corps dans tous les enseignements qu'on fait, c'est de vous aider à devenir plus conscient de qui vous êtes, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous autres, de vous donner des moyens et quoi faire avec ça. Puis après ça, vous le ferez bien quand vous voudrez, puis quand ça fera votre affaire, puis quand vous vous sentez prêt. Mais au moins, il y a quelque chose. On devient plus conscient, on sait comment s'en sortir. Et ça se fait. Vous allez voir, ça se fait graduellement.